Alors bonjour à tous, merci Flupa pour l'organisation de cet événement. Donc, comme on vous le disait précédemment, je vais vous parler de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Donc l'année dernière, j'avais fait une présentation sur l'UX design dans les nouvelles technologies. Cette année, je vais me concentrer un petit peu plus sur la réalité virtuelle. Pour rappel, c'est quand on a un casque et qu'on est complètement coupé de la réalité. La réalité augmentée, quand on appose des éléments virtuels sur le monde physique. Et la réalité mixte, où là, on intègre des éléments virtuels dans le monde physique. Donc la magie avec les nouvelles technologies, c'est que ça évolue très vite. Donc sachez que la réalité mixte tend à aller vers la réalité augmentée depuis l'année dernière. Donc je suis confrontée dans mon travail à travailler sur ces interfaces. Et en fait, en ajoutant une dimension, à savoir la 3D et la profondeur, on bouleverse un petit peu nos acquis qu'on a au niveau de l'interaction et de la conception d'interface. Actuellement, je travaille sur Minsart, donc l'année dernière ça s'appelait Minsight, on a changé de nom. C'est un logiciel de création d'expériences immersives sans compétences techniques. Donc vous êtes directement dans l'appareil de visualisation et vous créez votre expérience, comme ça vous avez votre expérience à une échelle réelle. Et donc je suis confrontée à beaucoup de problématiques à ce niveau-là en travaillant sur ce produit. Donc l'UX design en VR/AR, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, donc j'utiliserai VR/AR. Déjà, c'est une UX design à 360, c'est-à-dire que l'affichage il est tout autour de l'utilisateur. Il faut faire bien attention à la fatigue musculaire et articulaire pour lui proposer une expérience confortable. C'est un écran qui en fait correspond au champ de vision. Donc vous avez un champ de vision qui n'est pas du tout le même que d'habitude parce qu'il n'est pas périphérique à ce point-là. Donc si vous avez un casque, vous avez un champ de vision à peu près comme ça. Donc c'est l'équivalent des écrans que vous avez devant les yeux. Sinon vous pouvez avoir un mobile ou une tablette. Donc là vous connaissez déjà la taille. Et il faut bien faire attention à ce champ de vision qui est limité. Il faut adapter l'interface au contexte. Donc avoir une taille qui correspond au champ de vision, comme je vous le disais, mais aussi gérer le positionnement. Il peut être fixe, donc dans le monde autour, ou lié à un élément. Donc ça peut être soit votre champ de vision, donc là il faut bien gérer les déplacements, ça peut être sur une manette, ça peut être sur plein de choses. Et vous pouvez aussi attirer l'attention de l'utilisateur parce que potentiellement, comme je vous disais, c'est à 360. Donc, vous pouvez avoir un élément important derrière l'utilisateur. À ce moment-là, vous pouvez utiliser des techniques comme du son spatialisé ou des éléments visuels qui vont un peu attirer son attention dans la bonne direction. C'est aussi un UX design en 3D. Donc là, on rajoute la profondeur. Ce qui veut dire que... excusez-moi, je suis où? Voilà. Il faut gérer la distance à l'utilisateur. Donc il y a vraiment une no-go zone qui est d'environ 50 cm pour ne pas oppresser votre utilisateur et lui proposer une expérience confortable. Mais également, il faut gérer la lisibilité parce que potentiellement, vous pouvez avoir un élément qui est à 20 mètres et qui n'est pas forcément lisible. Donc vous pouvez avoir des astuces comme par exemple agrandir l'élément au hover ou avec de l'eye tracking. Il y a plein d'autres solutions et il faut vraiment penser à ça parce que ça peut bouger et gérer votre utilisateur bouge aussi, j'y reviendrai plus tard. Vous pouvez jouer aussi sur la distance entre les éléments dans votre interface parce qu'en fait ça va vous renforcer un petit peu ce sentiment d'immersion et un peu à la manière de la parallaxe, comme ça vous pouvez avoir un peu plus de 3D même avec des éléments 2D. Vous avez également des différents espaces d'affichage. Donc comme je vous le disais, vous pouvez l'avoir dans le monde, mais en fait en mobile, avec de l'AR, vous pouvez également aussi avoir un affichage sur l'écran. Donc il faut pouvoir gérer en fonction de ce qui est le plus pertinent par rapport à l'élément que vous voulez afficher. C'est une UX design qui est immersif. Donc là, vous avez des casques d'AR et de VR, donc AR plus côté mixte avec HoloLens et Magic Leap. C'est une interface qui est affichée dans un monde immersif. Donc ce monde immersif, il est soit virtuel, soit physique. Il faut respecter un peu les règles de la physique parce que comme on vit tous dans un monde physique, a priori, vous avez des attentes particulières. Par exemple, si vous touchez quelque chose, vous attendez à ce qu'il y ait une réaction. Si vous n'avez pas ça dans le virtuel, bah, vous pouvez être un peu déconnecté de votre expérience et du coup, vous avez besoin d'un certain nombre de repères. Même en réalité virtuelle où vous êtes complètement coupé du monde physique, vous avez besoin par exemple d'avoir un horizon pour ne pas être déséquilibré. Si vous avez des problèmes de performance par exemple et que ça lag, là vous pouvez être complètement déstabilisé et ça peut limite être dangereux. Mais calquer le monde physique, bah, ça n'a pas grand intérêt parce qu'on l'a déjà finalement. Donc grâce à ces technologies, ça vous permet de créer des interactions complètement magiques qui sont un peu sans limite. Donc vous pouvez par exemple utiliser de la télékinésie, de la téléportation, on a tous rêvé de faire ça un jour. Et voilà, donc en fait, la seule limite, c'est votre imagination et bien sûr les performances de l'appareil.
Et là, du coup, il faut vraiment bien penser à guider votre utilisateur. Donc c'est le cas pour toutes sortes de tous les produits. Mais là, c'est encore plus important parce que vous lui apportez de nouveaux concepts, une nouvelle réalité, il doit l'appréhender, il doit savoir ce qu'il peut faire dedans ou pas. Comme tout à l'heure, comme je vous le disais, il faut aussi limiter la fatigue physique. Donc bien sûr, ça dépend de votre produit. Nous, on travaille sur un logiciel de créativité. Le but, c'est pas d'épuiser physiquement votre utilisateur, alors que vous pouvez avoir, par exemple, des jeux vidéo en VR, où là, c'est plus sportif, et le but, c'est un petit peu qu'il se fatigue. Donc là, vous pouvez y aller, mais voilà, il faut vraiment penser au but de votre produit. Il faut aussi prendre en compte que l'utilisateur, il peut être dans n'importe quelle position. Il peut être debout, assis, couché, ça peut vraiment être n'importe quelle position et n'importe quel positionnement. Il peut se déplacer, que ce soit en téléportation ou en marchant normalement. Donc il faut vraiment penser qu'il peut être à n'importe quel endroit de votre expérience et il faut vraiment le prendre en compte. Et il faut aussi et surtout respecter son espace personnel, parce que qui dit immersion, dit espace personnel, parce qu'en fait là vous êtes dans un monde où on a quand même notre bulle, même en virtuel ça marche, il y a des apps sociales où en fait il y a des paramètres qui vous permettent de définir un bouclier autour de vous pour empêcher les gens de se téléporter trop près de vous pour pas vous sentir oppressé. Donc il faut vraiment penser à ces notions-là qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder avec d'autres produits. C'est également dans un monde dynamique, donc il faut vraiment prendre en compte l'environnement, qu'il soit réel ou physique. Il faut éviter les conflits au maximum, par exemple entre deux éléments virtuels, mais entre un élément virtuel et un mur physique, par exemple. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent se produire. Même quand vous êtes complètement en VR, il faut penser au monde physique. Il y a notamment maintenant un système de grille qui vous dit attention, là tu vas te déplacer, mais potentiellement il y a un mur parce que c'est la zone que tu avais prévue pour ton expérience et tu risques d'avoir des problèmes si tu dépasses cette grille. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il faut aussi intégrer les éléments, notamment en AR, parce que comme vous pouvez avoir une vraie reconnaissance du monde physique, il faut pouvoir provoquer des expériences qui sont bien intégrées et pertinentes. Par exemple, poser quelque chose sur une table physique, là je pourrais très bien avoir un élément virtuel. Et voilà, profiter de cette reconnaissance du monde physique. Et il faut l'adapter selon les évolutions possibles et du contexte. Par exemple, je vous disais, j'ai posé quelque chose sur la table, potentiellement cette table elle va bouger, ou il y a quelqu'un qui va rentrer dans la pièce. C'est pas un monde figé, c'est vraiment un monde en évolution, donc il faut penser un peu à tous les cas possibles. Donc, je vais vous parler d'un cas pratique. J'ai choisi l'import parce que je pense qu'ici tout le monde a déjà apporté un fichier dans un logiciel. Donc importer un fichier, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, il faut choisir l'élément, c'est pas le sujet de ma conférence, donc on va oublier ça. Il faut le télécharger. Au moment du téléchargement, on n'a pas forcément toutes les données sur l'élément, et il faut le placer dans l'espace de travail. Donc moi, j'ai choisi l'exemple de PowerPoint, donc l'espace de travail, c'est la diapositive. Donc il y a deux cas possibles en important une image dans PowerPoint. Soit votre image elle est plus petite que la diapositive, soit elle est plus grande. Les choix des designers de PowerPoint, c'était d'utiliser la taille d'origine. Donc quand vous importez une image, elle a sa taille d'origine. Si elle est trop grande, à ce moment-là, on la réduit à la taille de la diapositive parce qu'ils se sont dit, a priori, le cas le plus courant, ça va être qu'on voit complètement l'image. Et si ce n'est pas le cas, on peut encore l'agrandir, il y a d'autres paramètres. Mais ils ont fait ce choix pour l'utilisateur. Par contre, il y a un choix qu'ils n'ont pas fait à la place de l'utilisateur, c'est si on modifie la diapositive, alors j'ai déjà construit toute ma présentation. Et là, ils vous demandent, est-ce que vous garantissez l'ajustement ou est-ce que vous voulez agrandir ? Et en VRAR, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec une petite présentation théorique, il suffit d'importer l'élément devant l'utilisateur à une distance confortable. Pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, si l'utilisateur tourne la tête au moment de l'import, le problème avec les casques, c'est que c'est lié à notre tête. Donc en fait, on ne choisit pas quand est-ce qu'on l'utilise ou quand est-ce qu'on ne l'utilise pas. Par exemple, un téléphone, on peut choisir de le regarder et de ne plus le regarder. Là, c'est devant nous et c'est vraiment lié à notre tête. Donc il y a beaucoup de mouvements qui peuvent être intempestifs et qui du coup, la moindre déconcentration, si vous n'avez pas pensé, peut être fatale. Donc là, il peut se dire, mais je ne comprends pas, j'avais prévu de le mettre là, et non, en fait, il est derrière parce que vous avez tourné la tête juste à ce moment-là, parce que quelqu'un vous a appelé. Et si l'élément apporté, il est très grand, là, comme je vous disais tout à l'heure, le champ de vision, il est réduit. Donc potentiellement, si vous avez un élément près de vous et très grand, vous n'allez même pas le reconnaître, vous ne saurez même pas à quoi ça correspond, parce que vous allez voir une toute petite partie de cet élément. Il faut vraiment prendre en compte ce champ de vision. Et si l'élément apporté, il est très petit, là, en fait, si par exemple vous vous êtes dit, comme les éléments ils sont plutôt grands, je vais mettre loin, non, en fait, un élément petit, vous n'allez plus le voir. Il faut faire attention aussi au fait que vous avez des nouveaux moyens d'interaction en fait, qui ne sont pas forcément encore très bien maîtrisés, comme à l'époque de la souris où cliquer sur un élément, c'était assez compliqué parce qu'on n'avait pas encore les réflexes pour le faire. Et là, il faut garantir une certaine taille pour vérifier que vraiment toutes vos zones activables elles sont assez grandes et pourront être
pour être utilisé, tout simplement. Donc il faut pouvoir bien gérer cette distance et cette taille. Et s'il y a un mur devant l'utilisateur, j'emporte et là il y a un mur. Bah voilà, comme je vous disais, comme c'est intégré dans le monde physique, il faut prendre en compte ce monde physique et même les éléments virtuels, parce qu'il peut y avoir un autre élément virtuel à cet endroit-là. Donc il faut vraiment s'adapter à l'environnement autour et penser à ces cas-là. Et si le téléchargement il prend un peu de temps, donc j'avais posé quelque chose là, il prend du temps, et là paf, ça apparaît, et en fait je me retrouve dedans. Donc comme je vous disais, l'utilisateur il se déplace en fait. Donc il faut prendre ça également en compte, c'est vraiment très dynamique. Et si le chargement il prend un peu de temps et qu'il y a une erreur, donc ça c'est le cas dans beaucoup de logiciels, ça arrive, hein, et ben là, il ne faut pas non plus le couper dans sa tâche, bon, ça c'est une recommandation assez courante, mais il faut quand même lui signifier, donc comme je vous disais, ça peut être derrière lui, donc par exemple avec du son spatialisé ou un petit indicateur visuel, mais qui ne va pas non plus le couper. Donc voilà des exemples de problèmes un peu concrets. Il y a plusieurs solutions qui existent. On peut par exemple laisser la main à l'utilisateur pour le placement. On peut mettre une taille minimale, adapter la distance. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Mais en gros, ce que je voulais vous exprimer, c'est que tous ces problèmes, ce n'est pas ceux de l'utilisateur, ce sont les vôtres. C'est à vous de penser à tous ces cas et à les prendre en compte dans votre design. Il faut quand même toujours que l'utilisateur se sente en contrôle, bien sûr. Donc pour vous aider, quel est le monde immersif que vous connaissez le mieux ? C'est le monde physique, vu que c'est celui dans lequel vous vivez tous les jours. Donc utilisez-le pour construire justement ces expériences virtuelles. On avait une fonctionnalité un peu compliquée à designer, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé des jouets pour enfants. Et comme ça nous permettait de servir de base pour discuter ensemble et être sûr de discuter de la même chose et pouvoir utiliser les éléments comme nous on l'entendait par rapport au virtuel qu'on voulait faire. Donc on avait besoin de liens, de choses comme ça. C'est pour ça qu'on a acheté de la laine et des petites épingles. Voilà, il faut un petit peu voir qu'est-ce qui pourrait correspondre pour avoir vraiment cette même base d'échange. Fournissez-leur aussi également des valeurs en mètres, parce que les développeurs, ils ont besoin de vraies valeurs, un peu à la manière du touch où votre doigt il sera toujours mesuré en centimètres. Là c'est pareil, les valeurs elles sont en mètres dans les moteurs comme Unity par exemple, et du coup il faut vraiment utiliser des vraies tailles physiques, parce qu'en fait c'est pas la résolution de votre écran qui est importante, c'est comment ça va s'afficher par rapport à la taille de l'utilisateur par exemple. Si vous le pouvez, c'est pas forcément encore évident, concevez en immersion, parce que c'est comme ça que vous aurez le meilleur rendu, que vous vous rendrez compte de ce que vont voir en fait vos clients, vos utilisateurs par la suite. Et faites aussi des proof of concept si vous le pouvez, ça vous permet d'itérer facilement. Nous, on a quelqu'un de dédié à ça, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que itérer dans le logiciel, c'est vraiment trop compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Il y a des nouvelles interfaces à essayer. Et donc parfois, on fait quelque chose qui ne rend pas du tout bien, et c'est dommage d'avoir perdu du temps en l'intégrant dans le logiciel. Autant faire des petits proof of concept à côté pour pouvoir les tester. Donc en gros, il y a beaucoup de challenges dans ces interfaces immersives, parce qu'avec une dimension en plus et les appareils immersifs actuels, il y a une multitude de nouveaux challenges. Il y a une évolution aussi au niveau des moyens d'interaction. Donc il y a du light tracking, du hand tracking, de la voix. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être prises en compte, et ça c'est à utiliser de manière un peu particulière. Par exemple, dans ces appareils, un des problèmes, c'est les performances. Du coup, grâce à l'eye tracking, vous pouvez par exemple vous dire, si tel élément n'est pas regardé, je vais baisser sa qualité, parce que c'est pas grave, de toute façon, l'utilisateur la regarde pas. Donc comme ça vous permet d'avoir des astuces et de gérer bien votre expérience pour produire le meilleur rendu possible, en fonction du contexte et de ce que fait votre utilisateur à ce moment-là. Donc en gros, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces challenges ne doivent pas se reporter sur l'utilisateur, mais sur l'équipe de conception et de développement. Vous pouvez adapter votre manière de penser et vos outils à ces nouvelles problématiques de la 3D et de l'immersion. Essayez aussi de deviner, en testant d'autres produits, les challenges auxquels ont été confrontés les autres designers. Parce qu'en fait, quand on commence un peu à se poser ces questions, dès qu'on essaye une expérience, on se dit « Ah oui, d'accord, ils ont fait comme ça » ou « ils n'ont pas fait comme, justement, ils n'ont pas fait comme ça ». Donc ça vous permet un petit peu d'avoir une espèce de réflexe d'analyse en fait, à chaque fois que vous utilisez une expérience, et ça vous guide et ça vous aide en fait, et ça permet d'enrichir un petit peu l'avancée de ces technologies et du design dessus. Et apprenez aussi des autres métiers déjà spécialisés en 3D. Moi, j'apprends énormément des développeurs, en fait, parce que eux, ils ont l'habitude déjà,
Et en plus, ils peuvent pas laisser la place au hasard, c'est-à-dire que tous les cas, ils doivent y penser. Donc c'est pas facile de penser à tous les cas dès le début. C'est vrai que parfois quand ils codent, on se dit ah oui mince, on avait oublié ça. Mais en fait, ça permet de vous enrichir et d'anticiper au maximum tous ces nouveaux cas et de produire des documents de plus en plus exhaustifs et bien meilleurs qu'avant. J'espère que ça vous aura un petit peu inspiré. Ça a été un peu rapide, il y avait beaucoup de choses à aborder, mais voilà, j'espère que vous en repartirez avec un peu plus d'informations, un peu plus de motivation à vous intéresser à ces technologies si ce n'est pas déjà le cas. Merci, Alexia. Question ? On a une question là-haut. Là-haut. Ah, bon, on fera. Elle avait l'air très motivée. On fera celle-là après. Ouais. Bonjour et merci de votre conférence. Ça m'intéresse parce qu'en ce moment, je travaille sur un projet pour la RATP, donc avec des modélisations en 3D. Sauf que en fait, donc en amont, j'arrive pas à faire comprendre donc aux développeurs en 3D, à ceux qui modélisent, comment intégrer l'expérience utilisateur. Et, enfin, on ne parle pas le même langage et je me demandais quelles étaient les méthodes en fait pour arriver à se comprendre finalement. Voilà. C'est vaste. Déjà, comme je disais tout à l'heure, essayer d'utiliser des objets simples, en fait, parce que développeurs, designers, au final, vous êtes des humains qui parlent la même langue. Essayez de sortir du jargon. Essayez aussi de leur faire essayer des expériences qui ne sont pas très bien conçues. Il y en a beaucoup. Un des premiers freins de l'adoption de ces technologies, c'est l'UX. Donc, à la limite, s'ils ne sont pas convaincus, je renvoie d'ailleurs à la conférence qu'il y a eu il y a 2 fois, là, où elle expliquait un petit peu comment faire quand les gens sont réfractaires. Mais ouais, dans le cadre précis de la VRAR, utilisez des outils simples pour essayer de faire comprendre votre idée. S'ils ne comprennent pas votre idée, par exemple, je ne sais pas si c'est ça le problème, ouais. Déjà, moi, j'ai changé ma manière de designer mes documents UX. En fait, j'utilise maintenant Miro. Avant, je faisais des docs Word avec des maquettes, des choses comme ça. Maintenant, j'utilise Miro parce qu'il y a tellement de dépendances dans tous les sens dans notre logiciel que comme ça, c'est plus visuel et ça permet d'avoir un peu une map du logiciel et les développeurs s'y retrouvent vraiment mieux qu'avant, par exemple. Donc, peut-être essayer de voir avec eux quels sont leurs problèmes et soyez un peu flexible pour changer un petit peu vos habitudes aussi parce que c'est un domaine un peu particulier et qui demande des outils un peu particuliers. On avait encore une question. Allez-y. Je n'entends pas. Bonjour. Merci pour cette conférence. Ça rejoint peut-être un petit peu la question qu'il y a eu juste avant. C'était surtout pour connaître en termes d'outillage. Nous, en tant qu'UX designer plutôt d'application ou de site web, on design des interfaces. Donc, on utilise plutôt des outils comme Sketch et InVision pour partager avec les développeurs. Et là, c'était plutôt pour savoir effectivement comment vous prototypiez et quels outils vous utilisiez pour faire ceci, mais dans la réalité virtuelle et augmentée. Ok. J'utilise Miro pour mes documents UX. Je fais aussi beaucoup de petits schémas pour expliquer un petit peu en 3D comment ça se passe. On est une petite startup, donc ça me permet aussi de me poser avec eux parfois pour expliciter un peu, pour mimer avec des objets comment censé rendre. On utilise les proof of concept aussi, on itère beaucoup pour après leur montrer, leur dire voilà le rendu que c'est censé avoir. Voici les valeurs qu'on en a tirées. Donc, il faut vraiment avoir de vraies valeurs, comme je disais tout à l'heure, en mètres. On peut plus se poser sur le pixel perfect ou des choses comme ça, parce qu'en fait, là, le pixel n'a plus vraiment de sens, en fait. Donc, il faut vraiment adapter à ce niveau-là avec de nouvelles valeurs et des outils un peu particuliers. Après, j'en ai pas trouvé encore d'explicitement fait pour ça. Peut-être que ça viendra. Mais moi, c'est ceux qui me correspondent le plus. Il faut savoir qu'à la base, je suis psychologue, donc par exemple, mes productions et mes sketchs sont très moches. Donc comme ça montre l'idée, mais il n'y a rien de joli.